Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler du Game 7 à venir entre les Nuggets et les Clippers, du match 6 entre Houston et Golden State, des équipes qui se sont qualifiées au second tour. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois dans l'émission Abdallah Swadri. Bonjour Abdallah et merci d'être avec nous. Bonjour Josh, merci beaucoup, j'espère que ça va, j'ai très hâte de parler de tout ça. Ouais, c'est la première fois et c'est pas la première fois. Pourquoi ? Parce que je t'avais interviewé lors du NBF Paris Games. C'est là qu'on s'est rencontrés, toi et moi, le dernier match là. On était ensemble dans la tribune presse et j'ai bien kiffé parler avec toi et je t'avais proposé de venir dans le podcast et donc te voilà, parmi nous. C'était un très bon souvenir ces échanges pendant les matchs et tout à Paris. Et je suis très content de l'invitation de parler de ce sport et de cette ligue qu'on aime tant. Alors justement, comme c'était ta première fois dans l'émission, je suis obligé de te demander les questions que je pose à tous mes premiers invités. Je veux savoir déjà comment tu es devenu fan NBA et quels sont les joueurs et ou les équipes qui t'ont fait kiffer cette ligue justement. Je pense que c'est un beau concours de circonstances. Mon entrée dans la NBA, ça s'est passé lors de la saison 2003-2004, donc j'étais en classe de quatrième. Et en Ouais. fait, concours de circonstances, pourquoi? Parce que j'ai une poussée de croissance à ce moment-là, donc je deviens un peu grand. Donc ça, c'est pas mal quand on veut jouer au basket, par exemple. Et le prof de BS nous annonce qu'on a un cycle basket dans l'année. Donc je me dis, bah super, je fais une tête de plus que tout le monde, donc je vais être plus fort. Et ce qui a parachevé le truc, c'est que sur le câble, on avait le câble à la maison et il y a une chaîne qui est arrivée, qui s'appelle NBA+. Et Mmh. elle a été en clair pendant un moment et j'ai bouffé du basket. Alors que j'en regardais pas du tout avant, Ah, vraiment. c'est drôle. Et j'ai bouffé du basket parce que je voulais me conditionner pour ce cycle de basket en EPS. Et j'ai bouffé la NBA et en vraiment quelques semaines, quelques mois, je connaissais le nom de toutes les franchises. J'ai appris, en plus, ce qui était ouf, c'est qu'ils passaient des matchs classiques. Donc, Ouais. Donc en plus, j'ai tu te appris faisais les des noms. leçons d'histoire en même temps, quoi. C'est ça, exactement. Donc, j'ai appris les noms des joueurs, Larry Bird, Olajuwon, enfin, j'ai fait ma culture basket comme ça, et après, j'ai consommé des top 10, etc., etc. Et donc, c'est comme ça que je suis venu au basket, et ça coïncide aussi avec la première saison de LeBron James, donc numéro 1 de la draft en 2003, et qui est mon joueur préféré depuis, parce que j'ai l'impression qu'on a une espèce de lien. Je suis venu au basket, enfin, je suis venu à l'NBA en même temps que lui, et donc depuis, je le suis tout le temps, et voilà, donc immense fan de LeBron James, mais en termes d'équipe, j'avoue que les Warriors dans le milieu des années 2000, avec Baron Davis, Steven Jackson, tout ça, Ouais. We Believe, Le We Believe Team, c'est ouais. ça. J'aimais, c'était une équipe très offensive. En plus, l'ancien logo et tout, vraiment, c'était une équipe que j'aimais beaucoup. Donc, pendant longtemps, j'ai pas été fan des Warriors, mais c'est une équipe que j'aimais bien. Et quand ils ont eu on va dire, le début de leur prime, je me rappelle des playoffs, je crois, de 2013, où vraiment, tu vois le duo Curry-Thompson, tu te dis, waouh, c'est qui ces gars qui shootent encore Ouais. super fort. Ils sont un peu en dedans l'année d'après et l'année suivante, ils gagnent le premier titre. Donc, ouais, j'ai toujours un peu d'affection pour les Warriors, mais sinon, c'est LeBron James, celui que je suis en NBA depuis le début. Ah bah alors attention, parce que tu sais que j'ai la réputation d'être un hater de LeBron James. Non, Hein. mais je peux comprendre parce que j'avoue qu'il dit des choses et Ouais. il a... moi, en fait, je me compte vraiment sur le joueur parce que en dehors, vraiment, c'est un personnage, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Tu sais quoi? C'est le parfait résumé de ce que je pense de LeBron James. Le joueur est absolument époustouflant. C'est la carrière de ce gars-là est enfin, indéniablement, tu peux pas dire le contraire, elle est absolument phénoménale. Mais moi, c'est toute sa com et tout ça, et d'autant plus dans cette fin de carrière-là, Ouais. où sa façon de gérer sa communication, sa façon de gérer ses relations avec la presse, de comment les informations qu'il commente, qu'il choisit Mais on va en parler de toute façon un peu toi. Moi, maintenant que je suis, j'avais plus le souvenir que tu étais fan de LeBron. Maintenant que je sais ça, je vais avoir plein de questions à te poser quand on va aborder le sujet. Ah bah Si super. tu veux bien, on va commencer sur la rencontre, le Game 6 entre les Denver Nuggets et les Clippers de Los Angeles. J'ai l'impression que ça pouvait pas être autrement entre ces deux équipes. C'est
à mes yeux, la meilleure série de ce premier tour. Et Mm. ça va se décider dans un match décisif dans la nuit de samedi à dimanche. Un game set qui promet d'être irrespirable entre ces deux équipes qui se rendent coup pour coup depuis le coup d'envoi de cette série. James Harden et Kawhi Leonard ont été exemplaires dans le match 6 à domicile, bien épaulés par Norman Powell. Tyronn Lue a décidé d'insérer Nico Batum dans le 5 majeur en début de deuxième mi-temps. Il a décidé de laisser Chris Dunn. Alors Chris Dunn, ses minutes sur le terrain, à chaque fois, ils avaient un ratio négatif. Donc il a dit, vas-y Chris Dunn, tu restes sur le banc, on va mettre Nico Batum. Et ça a vraiment considérablement modifié la complexion des duels sur le terrain. Exit également Ben Simmons en remplacement de Ivica Zubac. Tyronn Lue a fait le choix du small ball, même quand Jokic était sur le terrain. Alors, c'est pas un truc qu'il a gardé de super longtemps, mais il a vécu sur ce small ball quelques minutes, et moi, ça m'a surpris, et je pense que ça a surpris aussi un petit peu les joueurs des Nuggets, ou David Edelman, qui à un moment a fait rentrer DeAndre Jordan, j'ai pas compris pourquoi, bref. Euh, et on a bien vu, hein, la défense était, les consignes en défense étaient claires. C'était dès que Jokic prend le ballon et commence à attaquer le cercle, tout le monde fonce sur lui et essaie de lui taper le ballon. Jokic a fait un match statistiquement correct, mais je trouve qu'il a manqué de lucidité pour le coup sur certains moments, des moments assez clés parfois. Les Nuggets ont l'avantage du terrain, le meilleur joueur au monde dans ses rangs, avec l'espoir de rejoindre le Thunder au second tour. Les Clippers savent qu'ils pourront compter sur Kawhi Leonard. Il a toujours répondu présent dans sa carrière. Le gros point d'interrogation, Abdallah, j'ai envie de te dire, c'est James Harden, Ouais. qui a un historique assez conséquent en termes de mauvaises performances dans les matchs éliminatoires en playoff. S'il joue comme dans le Game 6, Los Angeles, je pense, a toutes les chances de gagner, très clairement. Dans le cas contraire, j'ai pas l'impression que les Clippers pourront s'échapper de Denver avec une victoire. Denver qui a montré que bah, c'est bien des anciens champions NBA, qu'ils ont le cœur d'un champion. Il y a encore beaucoup de joueurs qui ont été couronnés en 2023 dans cette équipe, et ça se voit. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, pareil, je pense que déjà, comme tu l'as dit, c'est la meilleure série de ce premier tour. Vraiment, on se régale. Tu vois, tu as des premiers matchs qui se jouent à très très peu de choses. Enfin, les matchs 1 et 2, le match 4 aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais, il Euh, y a que le match 3 finalement qui a été une espèce un tronçonnage des ouais, c'est Clippers ça. en règle, mais sinon tous les matchs ont été à peu près disputés, hein. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est assez cool. Moi, je suis de ton avis. Je pense que si on a les Clippers comme dans ce Game 6, surtout un James Harden qui répond présent, je crois qu'il a 50% de réussite au tir, bah, ça devrait passer, malgré Jokic qui est le meilleur joueur du monde. Moi, là, sur ce match 6, ce qui m'a marqué, moi, j'avais l'impression quand même que les Clippers étaient très sereins, malgré la pression de l'élimination en cas de défaite. J'ai Mhm. trouvé très serein, très impliqué et appliqué aussi. Et les ajustements de Taïlou, enfin, franchement, Nico Batum, rayonnant, décisif, Incroyable. incroyable. J'ai revu un peu le Nico Batum de Tokyo en demi-finale quand il met le contre décisif. Mhm. Euh, voilà, donc c'était vraiment plaisant à voir. Moi, je vois quand même passer les Clippers dans les Game 7 parce que Kawhi, parce que je trouve que même en termes de dynamique collective, je les trouve plus intéressants, beaucoup plus huilés. Donc, moi, je vois quand même les Clippers passer, malgré le fait que ce soit le match 7 se joue à Denver. C'était quoi ton pronostic à la base avant que la série commence? Tu te souviens ou t'avais Ouais, pas si, si, réfléchi à ça? j'avais fait un bracket, je sais plus pour qui, mais j'avais mis les Clippers. Je Les pense qu'en Clippers, ouais. 6 je crois que j'avais mis en 6. Bon, là, ce sera en 7, et tant mieux pour nous. Mais ouais, j'avais mis les Clippers parce que je trouvais qu'en termes de dynamique, même de fin de saison, on était vraiment sur des dynamiques opposées. Et Mhm. en Ah, c'est vrai, sûr, ouais. ça. En vrai, 4-5, il y a très peu de différence entre les deux, mais si ça avait été l'inverse, ça aurait pas été déconnant non plus. Moi, j'ai dit les Nuggets 107, mais parce que je pense que je vais donner les Nuggets gagnants de chaque série dans laquelle elles seront. C'est comme ça que je suis. Je ne peux pas renier Jokic. C'est impossible pour moi. Euh, Maintenant, alors, moi, je suis bien content que ça se passe comme ça, hein. Et ce que j'avais dit dans le podcast de la preview, c'est que ma raison disait les Clippers en 6. Effectivement, tu le soulignes très bien. Les Clippers sont arrivés avec une défense de fer, une dynamique exceptionnelle, un Kawhi Leonard en forme. James Harden, pour l'instant, a été plutôt très bon.
Comme tu dis, il a des pourcentages qui sont tout à fait honorables. Il produit, il crée du jeu, il fait ce qu'il faut pour le moment. Il y a une profondeur de banc quand même du côté des Clippers que n'ont pas du tout les Nuggets. Les Nuggets, je le rappelle, jouent avec Michael Porter qui a un bras et demi. Et puis, bah, je sais pas, la rotation, elle est trop bizarre, quoi. DeAndre Jordan, Peyton Watson de temps en temps. Si tu regardes la distribution des minutes, c'est quand même beaucoup de. Enfin, voilà, ça tourne à 7 quoi, et encore, quoi. C'est un petit 7 quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, je sais pas si la fatigue va être un facteur dans ce game set. Moi, je suis encore traumatisé du game set de l'an dernier face à Minnesota, où les Nuggets ont pris quasi 20 points d'avance et se sont fait remonter pour finalement s'incliner. Donc, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je pense que les Nuggets vont se servir justement de l'expérience et de la douleur de l'élimination de l'an dernier pour l'emporter. Je pense qu'ils vont s'imposer dans ce game set. Je pense que James Harden, j'ai hâte de voir si James Harden est capable de conjurer le sort et enfin de nous sortir un match éliminatoire digne de ce nom. Mm. Je, c'est vraiment un des scénarios les plus fous en tant que fan NBA. Ce joueur a tellement été exceptionnel toute sa carrière. À un moment, quand il était à Houston, là, Ouais. pendant des années, à un moment, le gars marchait sur l'eau, quoi. Mm. C'était absolument fou. Et je me dis, c'est dingue que saison après saison, on a aujourd'hui, on a un échantillon de 10 saisons où, si tu regardes les matchs éliminatoires, il y a quand même énormément de fois où il passe totalement à côté, quoi. Et ça, je trouve ça fou, en fait, pour un joueur qui est aussi talentueux. Bah, pour un joueur de ce calibre, c'est sûr que ça fait un peu tâche dans le CV. Et je pense que tu résumes bien la chose, c'est que bah, ce Game 7, ça va être un peu lui le joueur clé Tout à fait. pour savoir qui va passer ou pas. S'il répond présent, normal, parce que Kawhi, j'ai pas trop de doute là-dessus. Et il a fait sa carrière aussi sur ce genre de moment, donc j'ai pas trop de doute là-dessus. Et voilà, si James Harden répond présent, bah, normalement, ça va passer pour les Clippers. Et à l'opposé, voilà, on a une équipe qui a été championne en 2023. On a Jokic qui est le meilleur joueur du monde, qui délivre des stats tout le temps, et un Jamal Murray quand c'est les playoffs, qui sait hausser son niveau aussi. Donc voilà, c'est une équipe des Nuggets qui sait ce que demandent les playoffs, c'est ce que demande aussi la route vers le titre. Donc voilà, l'expérience c'est long, et donc du coup vraiment ce qui va faire pencher la balance pardon d'un côté ou de l'autre, ça va être pour moi le match de James Harden. Ouais, complètement. Et côté Denver, je pense effectivement que Jamal Murray, on l'a bien vu dans le Game 5, hein, Jamal Murray et ses performances en playoff. Voilà, moi, ce que je dis tout le temps concernant Jamal Murray, c'est que c'est kiffant, hein, c'est kiffant de le voir transcender son niveau de jeu en playoff. C'est assez fou quand tu regardes la différence qu'il y a, et même d'un point de vue historique, il est historique dans sa façon Mm. d'être un autre joueur totalement quand les phases finales arrivent, quoi. Maintenant, j'aimerais bien qu'il ait plus de constance parce que avant le match formidable dans le Game 5, les stats de Murray sur ses dernières sorties en playoff, si tu combines les playoffs de l'an dernier et ceux de cette année, le début de la série aux Clippers, bon, c'était pas folichon non plus, quoi. Il n'était pas dans une super dynamique en termes de production. Donc, je pense que on va avoir un espèce de duel entre Harden et Murray qui sont vraiment, pour moi, les, comment dire, les deux joueurs dont la performance va déterminer l'issue de ce match, quoi. Ouais. Si Murray fait un excellent match, je pense que Denver s'impose. Si Harden arrive à chasser les vieux démons et à enfin faire un match digne de ce nom, les Clippers ont une vraie chance. Et s'ils font tous les deux un grand match, et ben on verra bien, ça sera à Kawhi et à Jokic de déterminer l'histoire. J'espère que Kawhi ne va pas nous faire un panier à la Toronto face aux Sixers en 2019. Là. J'ai pas envie de vivre ça, moi, personnellement. Ça me ferait suer à mort, quoi. La Comprends. vache. Ah ouais, bah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bref, un dernier mot sur cette série ou pas? Donc toi, tu dis que les Clippers, c'est ça? Ouais, moi j'ai des Clippers, ouais. Je Ouais. maintiens les Clippers, ouais. Et moi, je dis, écoute, je t'enverrai un message dimanche après-midi. Je vais te laisser le temps de te réveiller et tout ça. Enfin, on verra bien quand est-ce qu'on a regardé le truc. Et dimanche après-midi, selon le résultat, je te dirai je te chambrerai
ou je pleurerai dans ton téléphone. Ça marche, ça marche. Je te ferai un vocal. Je déconne. Je fais jamais de vocal. On va parler, on va parler des Knicks et des Pistons. Jalen Brunson, qui a encore frappé le meneur des Knicks, a définitivement enterré les espoirs des Pistons avec ce tir miraculeux en fin de rencontre. Tir dont il a le secret, hein, c'est le joueur le plus clutch de la NBA, fidèle à sa réputation. Les fans de New York peuvent être soulagés de se sortir du piège des Détroits en 6 matchs. Pour moi, cette série aura été à la fois le témoin du talent qui irrigue cette équipe des Pistons et le statut qu'elle peut avoir dans cette conférence Est dans les prochaines années, surtout avec les retours d'Isaiah Stewart et Jaden Ivey dans l'effectif. Mais il y a aussi, pour moi, dans cette série, un truc dont je n'arrive pas à me départager, à me départir, c'est les questions que cette série pose pour moi en ce qui concerne les Knicks. Je les attendais plus tranchants en playoff avec cet effectif. Ils attaquent le tour suivant face aux champions en titre avec peu de certitude à mon sens. Euh, Abdallah, quel est ton sentiment sur cette qualification des Knicks? Comment tu les vois pour la suite de ces playoffs? Alors, déjà, Game 6, j'ai passé un très bon moment devant ce match. Il était ouf. Vraiment ouf. Quasiment tous les fans, tous les matchs de cette série étaient complètement Ah dingues. ouais, vraiment, j'ai vraiment passé un très très bon moment. Au moment, on enterre Détroit, ils reviennent, ils passent devant, ils se font rattraper à la toute fin. Vraiment, c'était incroyable. Ouais. En gros, sur cette série, il y a eu, en vrai, que Détroit était une trou d'air par moment, ce qui est arrivé dans le game 1, notamment où ils se prennent, je sais pas si c'est 23-0 ou 21-0, je sais plus. C'est pas très grave parce que c'est une jeune équipe qui redécouvre les playoffs, c'est pas très grave. Ouais, Mais puis Game 1 au Madison Square Garden, tu peux comprendre. ouais, mais que les Knicks perdent 2 matchs à domicile, ouais, pour moi c'est un gros ouais. Genre, c'est un peu bizarre pour moi. Moi, je pensais vraiment qu'ils allaient passer au moins, enfin, au plus en 5 matchs, Mhm. au plus en 5 matchs. Tant mieux pour eux, bah, qui passent le premier tour et qu'ils arrivent en demi contre les Celtics. Mais pour moi, ça a été très laborieux. Ouais. En vrai, là, tu vois, je regarde j'ai sous les yeux là les scores des 6 matchs. À part peut-être, je crois, en fait, il y a aucun match où il y a une grosse différence. Tout est serré. Un Ouais. point, 3 points, 1 point, 2 points, 6 points et 11 points à la fin. Mais moi, ça a été très serré et pour moi, ils ont pas montré beaucoup de certitude dans le sens où bah, en face, ce qu'ils attendent au prochain tour, c'est Celtics, c'est les champions en titre, c'est une des meilleures équipes de la NBA. Ils sont sur un 4-0 en saison régulière contre eux. Enfin, ils ont perdu 4 fois contre les Celtics en saison régulière. Donc là, pour moi, ce premier tour, ça aurait dû être l'occasion un peu de se rassurer, de se lancer Mhm. en route. Ça n'a pas été le cas. Donc, ils arrivent avec plus de doutes que de certitude contre les Celtics. Et franchement, j'ai très, très peur de ce qui va arriver, sachant que en plus, oui, il y a les matchs au Garden, ça peut les galvaniser, mais moi, j'ai souvent l'impression aussi que le Garden, ça galvanise aussi les adversaires. Je pense au match de Tatum qui met 40 pions ou un truc comme ça bah, contre les Knicks au Garden. Il y a aussi ce truc-là qu'il faut avoir en tête, où les joueurs ont envie de briller dans ce stade mythique. Donc voilà, il y a encore plus les Celtics qui veulent arriver faire le back-to-back et éliminer une équipe comme les Knicks avec la manière, ils vont pas s'en priver, je pense. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Cette équipe, en fait, à un moment, je me suis posé la question en regardant cette série, avant le match d'hier soir d'ailleurs, je me suis dit, mais est-ce que cette série est le témoignage de la force des Pistons, de vraiment cette excellente saison qui viennent de nous sortir, de cette transfiguration entre la saison dernière et celle-ci, et le fait que bah, tout d'un coup, voilà, les Kate Cunningham, les Jalen Duren, les Ozar Thompson, tout ça, c'est en train de prendre forme. Et ils ont vraiment réussi à en tirer le meilleur. Et tu vois, Kate Cunningham, il a été très très bon dans cette série. Alors, j'ai trouvé que dans le clutch, pour le coup, Cade, il essayait souvent en fin de match. Si vous pouvez regarder, il y a au moins, je pense, il y a au moins trois des défaites où à chaque fois tente de faire la différence en fin de rencontre en faisant des drives main gauche à plusieurs reprises et à chaque fois c'était bien défendu par New York. Je pense qu'il était bien scouté et qu'il savait à peu près il a tendance à faire ça pas mal. Et c'est marrant parce que quand il l'a fait encore hier soir, je me suis dit, mais en fait, c'est son go-to move et il faut peut-être qu'il essaye d'alterner un peu. Le match précédent,
c'était le game 4, je crois. Ou le game 3, il rate un tir à mi-distance avant la faute sur Hardaway. Bon, là, pour le coup, il avait un peu varié son attaque. Il a perdu des ballons chiants. Il a perdu notamment sur une remise en jeu, comment dire, ligne de fond. Il fait une passe à Duren qui est interceptée par Karl Anthony Towns en fin de match. Ça a été ultra coûteuse cette perte de balle. Et il a également fait cafouiller sa passe à Malik Beasley dans les dernières secondes pour un potentiel 3 points de l'égalisation. Bon, cette équipe de Détroit a encore des progrès à faire et je pense que pour les Cunningham, Thompson et Duren, ça va les propulser en avant dans leur progression, clairement. Et Détroit l'an prochain, j'ai la quasi-certitude que ça va être extrêmement sérieux. Concernant New York, effectivement, là, ils ont galéré pour se défaire d'une équipe qui n'avait pas beaucoup d'expérience en playoff, enfin quasiment zéro, à part quelques joueurs comme Tobias Harris et d'autres qui ont joué quelques matchs de playoff, mais sinon c'est quand même assez maigre pour les joueurs principaux. Et là, tout d'un coup, ils vont se retrouver face à New York, qui sont les champions en titre. Alors, il y a quelques questions sur la santé, notamment de Drew Holiday et ainsi de suite. Mais si tu regardes la régulière, New York a absolument dématé les Knicks à chacune de leurs rencontres. Et tu vois, moi, quand je voyais Anunoby et Michael Bridges dans cet effectif à l'intersaison, je me dis, putain, les Knicks, ils sont en train de se préparer à affronter les Celtics. Ils ont deux gars qui sont capables de défendre potentiellement sur Brown et sur Tatum. Et finalement, j'ai l'impression que quand tu regardes la régulière et quand tu vois la production d'Anunoby et Michael Bridges dans cette demi-finale, dans ce premier tour, pardon, face à Détroit, avant la demi-finale, je suis beaucoup moins certain que ça va faire l'affaire, en fait. Je me dis, mais est-ce que ces joueurs-là vont être capables de tirer leur épingle du jeu, de museler Tatum et Brown? Est-ce que Karl Anthony Towns, c'est vraiment le joueur qui va parfaitement épauler Jalen Brunson? Et Jalen Brunson, on sait qu'il va être visé en attaque par Tatum et Brown. Je me pose énormément de questions sur cette série. Et j'ai l'impression que les Knicks partent pas du tout favoris. Ah, pour moi, ils partent pas du tout favoris et avec, je trouvais encore moins d'espoir qu'avant le début des playoffs. Ouais, je suis Ouais, bien d'accord avec toi. ouais, ouais. Et du coup, enfin, je pense que, bah, comme tu l'as dit, quand tu es à l'intersaison et tu vois les arrivées, tu te dis, bon, ok, là, il y a un vrai gap en termes de, enfin, ils franchissent un palier quand même en termes de niveau. Avec 4 en plus, tu te dis, ah ouais, quand même, ils ont un intérieur, un très bon intérieur NBA, enfin, des meilleurs intérieurs NBA, enfin, moi, je trouve, en tout cas, j'en ai Hum, beaucoup. Et en fait, il faut une très bonne régulière, il y a rien à dire. Sauf que quand tu regardes face aux équipes du top 3, et ben, en fait, non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, même pas un match. Donc, ils prennent même pas un match, si je dis pas de bêtises. Donc, Celtics, c'est sûr, c'est 4-0. Mais je crois que contre Cleveland et OKC, c'est la même chose. Bon, on se projette pas sur OKC parce que c'est dans trop longtemps et voilà. on sait En fait, jamais. Les Knicks n'ont pas réussi à battre le top de la Ouais, ligue c'est cette ça. saison. Ils se sont toujours très mal mesurés face à l'élite de la saison, quoi. C'est ça. Et là, bah, du coup, on arrive, ils retrouvent une de ces équipes élites que sont les Celtics. Ouais, il va falloir que Michael Bridges, Anunoby, enfin voilà, que tout le monde, enfin que tous les autres, à part Jalen Brunson, qui lui répond présent, surtout dans le clutch, bon, on l'a encore vu là contre les Pistons, il va falloir qu'ils répondent présent. Enfin, vraiment, enfin, les matchs des Celtics que j'ai pu voir cette saison, le danger vient de partout. Tout le monde shoot à 3 points. Enfin, c'est juste une équipe que je trouve sur le papier, même sur le terrain, exceptionnelle. Vraiment, genre, Hum, c'est un rouleau compresseur, je trouve. Et là, il va falloir vraiment élever son niveau de jeu. Et cette série contre les Pistons, ça les a pas rassurés. Enfin, j'ai l'impression de me répéter. Mais voilà, on va voir. Après, moi, un truc que j'aime bien en NBA, en plus ces dernières saisons, je commence un petit peu à devenir amoureux des Knicks, mais c'est à cause de leur fanbase. Et moi, j'espère qu'un jour de mon vivant, je suis jeune encore, hein, j'ai 35 ans, mais j'espère qu'un jour de mon vivant, je verrai les Knicks gagner un titre, juste pour voir la parade dans les rues de New York, et parce que ce public fidèle et vraiment passionné mérite de voir sa franchise gagner un titre. Donc, allez, pour le
je vais me mouiller un peu juste pour le délire de voir les fans d'Enix en folie sur les réseaux sociaux et dans les rues. J'ai envie de voir ce match aller en 7. J'y crois pas du tout, mais Ouais. avoir un Game 7, ce serait bon quand même. Ouais, moi, je mets les Celtics en 5. Euh, je- j'ai peur que les New York ne fassent pas le poids. Moi, j'ai vraiment pas été convaincu par leur niveau de jeu face aux Pistons. J'ai pas envie d'être trop négatif, mais je me pose beaucoup de questions sur les schémas offensifs de Tom Thibodeau. Je les trouve assez pauvres. Je trouve que l'attaque des Knicks, c'est ce qui les tire en arrière dans l'histoire. Il n'y a pas vraiment de variation. C'est beaucoup de responsabilités, mais sur les seules épaules de Jalen Brunson. Mm. Et il leur manque un deuxième créateur qui a des minutes de jeu. Parce que Mike McBride, il joue pas beaucoup, il joue pas assez. Et dans les joueurs qui ont énormément de minutes de jeu, bah, il n'y a pas vraiment de joueurs créateurs autres que Brunson. Et pour moi, c'est ça le gros péché de cette équipe. Et, et j'ai l'impression de retomber un peu face à cette équipe de Chicago, coachée par Thibodeau à l'époque de Derrick Rose, où il y avait une défense solide, il y avait un collectif. C'est des équipes que tu aimes encourager, qui sont vraiment voilà, pleines d'inspiration, qui se donnent sur le terrain, qui il y a un vrai collectif. Voilà, c'est 6-7 gars qui se donnent à 200% sur le terrain avec ce truc de c'est des battants, quoi. Ça se voit, ça transpire à travers l'écran. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais dans la variété offensive, dans l'ajustement au gré des match-ups, au gré des matchs dans une série, j'ai l'impression que Thibodeau n'a pas énormément progressé. Je dirais pas qu'il n'a pas progressé du tout, mais je trouve que ça manque de subtilité. Et en face, il y a Joe Mazzulla qui, lui, est un coach, mec, c'est un geek absolu du basket. Et lui n'aura pas peur de faire les ajustements qu'il faut, d'appuyer là où ça fait mal. Si tu regardes un petit peu dans la régulière, il mettait Karl Anthony Towns sur les pick and roll en permanence parce qu'il sait très bien que Towns a du mal à courir après Tatum et Jalen Brown et il a surtout tendance à faire des fautes. À la moindre occasion qu'ils vont avoir de pousser Towns à la faute, ils vont exploiter ce truc-là. Et Towns, on sait très bien qu'il a du mal à garder ses mains là où il faut, qu'il a tendance à sortir avec 6 fautes et de faire des fautes stupides surtout. Et un problème de faute de Karl Anthony Towns en première mi-temps, ça peut couler totalement les espoirs des Knicks, quoi. En fait, il y a trop de facteurs qui, je trouve, à l'avantage de Boston dans cette histoire. Clairement, enfin, tu vois, je disais pour le cœur, pour la passion, enfin la folie surtout, un Game 7 entre les deux équipes. Mais en vrai, je pense que ça va se plier en 5 matchs, voire voire pire, hein. Vraiment, Ouais, voire pire, hein, vraiment. Donc ça m'étonnerait. Enfin, s'il y a un sweep, je serais pas étonné, hein. Ça m'étonnerait pas. ouais. Pour moi, ça dépend beaucoup de la capacité d'Anunoby et de Michael Bridges à planter les tirs. Ouais, ouais, ouais. S'ils font une série avec une grosse adresse et qu'ils arrivent vraiment à dessiner un schéma défensif qui freine Tatum et Brown de façon pertinente et qu'ils arrivent à éviter de se faire pilonner à 3 points par les shooters de Boston. Mm. On va voir aussi Porzingis, hein, Porzingis qui a été drafté par New York en 2015. On va voir comment ils vont gérer ce gars-là. Comment, à quel niveau il va être lui aussi. Enfin bref, il y a plein de match-up dans ce duel qui vont être très intéressants. Mais pour moi, si Anunoby et Bridges ont un niveau supérieur de ce qu'ils nous ont montré face à Détroit, et Bridges a fait un bon Game 6 Oui, c'est vrai. face à Détroit, notamment sa petite claquette en fin de match qui était absolument déterminante. Euh, je pense que New York a une chance d'accrocher peut-être plus que il me semble actuellement, tu vois, Mm. sur mon premier sentiment, on va dire. Ils ont les moyens de me faire mentir si ces deux gars-là sortent une grosse série. Ouais, c'est ça, ça va dépendre de ça pour eux, pour entretenir l'espoir. J'avoue qu'on est très Mhm. défensif dans le discours sur les Knicks, mais oui, en fait, c'est ça, parce que vraiment, on parle, en face, c'est les champions en titre qui font enfin, ils font une superbe saison, encore une fois. Euh, pour battre cette équipe-là, il faut vraiment que tout le monde plante et que tout le monde aussi défende bien au large, parce que, bah, on sait, les Celtics, ils aiment bien arroser de loin, donc,
il va falloir combiner les deux. Et sur ce qu'on a vu pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Ouais, complètement. Ouais. Écoute, on verra bien, mais cette série peut être effectivement, moi je te rejoins, j'ai envie que ça soit une série disputée. Ça a tout à fait la possibilité de l'être, mais voilà. Mon sentiment pour l'instant, c'est Celtics en 5. Ouais. on, Je vais on quand verra même dire bien. Celtics en 7, mais au fond de moi, je me dis que ce sera en 5. Eh ben, tu sais quoi, je préfère ton pronostic que le mien. On va parler de l'élimination des Lakers si tu veux bien. Anthony Edwards qui a remis ça après Kevin Durant l'an dernier. C'est au tour de LeBron James de figurer sur le tableau de chasse de la superstar de Timberwolves, donné perdant par la plupart des commentateurs, moi aussi. Moi aussi, ouais. Voilà. Minnesota a su exploiter les faiblesses d'un effectif des Lakers avec peu de marge de manœuvre. Hein. Ça, je l'avais dit dans ma preview. Ils n'ont pas beaucoup de, ils ont pas beaucoup de moyens de changer de changer de stratégie si jamais il y a quelque chose qui se passe et que c'est exactement c'est comme ça que ça s'est passé. Ils avaient un trou béant dans leur jeu intérieur. Et encore mieux, c'est Rudy Gobert, décrié au début de la série, moqué par beaucoup tout le temps, en Mm. permanence, Mm. qui est venu personnellement fermer la porte dans ce Game 5, où sa production offensive et au rebond aura été la clé au moment où Anthony Edwards s'est montré particulièrement maladroit. Enfin, l'équipe tout entière, un 7 sur 47, je crois, au tir à 3 points, un truc comme ça, c'était monstrueux. Abdallah, quelle a été ta réaction après l'élimination des Lakers par les Loups de Minnesota? Euh, Franchement, après avoir vu le Game 4, je m'étais dit, enfin, la fin du Game 4 notamment, je m'étais dit, bon, je le sens mal. Wolves en 5. Et quand, bah, du coup, j'ai vu l'élimination, j'étais pas du tout surpris. Et je pense que c'est une bonne piqûre de rappel au front office des Lakers pour la saison prochaine, de bien construire l'effectif. On sait, Anthony Davis avait réclamé un autre intérieur. Bon, après, on sait ce qui s'est passé par la suite. Mais voilà, c'est que tu peux pas juste appuyer sur le talent de Luka Doncic, LeBron James, malgré ses 40 ans, et Austin Reeves, que j'aime beaucoup. Il faut étoffer un peu tout ça et équilibrer aussi les secteurs, parce que là, ça allait pas du tout. Et du coup, bah, moi, j'avoue, enfin, avant la série, si on m'avait dit que les Wolves allaient passer en 5 matchs, j'y aurais pas cru. Vraiment pas du tout. Moi, j'avais prédit un Lakers en 6. C'était ma prédiction. Mhm. Et du coup, bah, déjà, de un, je suis archi heureux pour Rudy Gobert, Ouais. qui vraiment en bas, enfin, je sais pas comment lui le ressent saison après saison. Mais voilà, on sait que c'est pas un joueur qui est très apprécié par les Américains. Et j'insiste vraiment sur les Américains. On sait qu'il a pas mal de joueurs qui l'aiment pas. Je pense à Draymond Green notamment. Voilà, que Shaq le déteste et tout. Qu'il a été nommé, élu, je crois, joueur le plus surcoté la saison dernière. Mhm. Vraiment plaisir pour lui de voir que la saison dernière, je l'avais beaucoup défendu euh, quand ils avaient éliminé les Nuggets et les Suns. Et malgré ce qui s'était passé en finale de conf, où tout le monde lui était à nouveau tombé dessus, alors que les gens avaient oublié que 2 séries auparavant, enfin les 2 dernières séries auparavant, il avait été au niveau complètement. Donc voilà, je suis content que ce soit lui qui décide le sort de ce match, avec une belle prestation, 27 points, combien de rebonds? 24 rebonds. Donc ça, c'est cool. Et puis, bah, pour revenir enfin, pour développer sur les Wolves, bah, en fait, ouais, c'est une petite franchise qui monte en puissance saison après saison. La saison dernière, ils font finale de conf. Là, ils devraient jouer, bah, le vainqueur entre les Rockets et les Warriors. Mhm. Et je me dis qu'il y a une chance très grande même qui retourne en finale de conférence cette année. Donc ça valide complètement le projet. Ça validerait complètement le projet, par exemple, de trader Towns Ouais, pour ouais. Randle. Moi, qui est un joueur que j'aime pas trop forcément. Pour moi, c'est pas le joueur qui te fait passer un palier, mais bon, ça c'est autre chose. Mais ouais, ça m'a fait quand même en vrai un peu plaisir quand même de voir que la jeunesse est récompensée, ouais, que la jeunesse est récompensée et qu'on a une équipe avec un Français dedans, un grand défenseur qui aussi passe le tour d'après. Donc ouais, plutôt content quand même par ce qui s'est passé dans cette série. Ouais.
Ouais, tout à fait. Ouais. Pour parler, pour réagir à ce que tu viens de dire, sur les deux choses importantes que tu viens de dire, effectivement, les Lakers, je pensais qu'ils allaient prendre le dessus sur le Minnesota, notamment parce que Lucas et LeBron, j'étais persuadé qu'ils allaient dominer dans les moments clutch. Et tous les matchs qui se sont joués dans le clutch dans cette série ont été dominés par Minnesota. Ce qui n'était pas du tout la tendance dans la saison régulière. Et ça, c'est ce qui m'a le plus surpris, agréablement surpris, parce que franchement, ils ont bien joué le coup à chaque fois. Et ils ont toujours su garder leur sérieux, leur concentration. Enfin, ils ont été absolument exemplaires défensivement, offensivement. Julius Randle t'en parle très bien. Donc, moi, c'est pareil. Avec Charlie, on a tout le temps rigolé sur lui parce que ses stats en playoff sont, avant cette année, étaient parmi les pires de toute l'histoire de la Ligue. Et là, force est de constater qu'il a trouvé son rôle, qu'il croque pas, il prend des tirs intelligents. Ses capacités physiques ont été très utiles dans cette série, notamment sur les switches en défense, pour défendre sur Doncic, pour défendre sur LeBron. Il a été très sérieux, je trouve, et franchement, je suis très content pour lui au final que il n'ait pas continué dans sa logique de je fais absolument rien en playoff, jamais. Et là, cette équipe, il y a un groupe, et quand tu vois Chris Finch ou même les joueurs en parler, c'est ce qu'ils disent. On a galéré au début de l'année, c'était pas facile d'intégrer Randle, DiVincenzo, c'était pas facile, et DiVincenzo, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est important dans cet effectif. Et là, aujourd'hui, ils ont réussi à faire ce que toutes les équipes veulent faire, c'est-à-dire que passer le All-Star Game, ils ont vraiment commencé à trouver leur rythme, ils ont vraiment commencé à chacun trouver leur rôle. Tout le monde est monté en puissance, tout le monde a trouvé du confort dans ce qu'on lui demandait de faire sur le terrain. Et voilà ce que ça donne. Là, aujourd'hui, Minnesota, c'est des sérieux candidats au titre. Alors, après, au titre, je pense, là, quand tu vois ce match 5, ils ont été excessivement maladroits. C'est pour dire à quel point les Lakers n'avaient plus du tout aucune réponse à donner pour les battre. C'est des moments où reste fragile. C'est qu'ils sont capables d'avoir ces matchs où Anthony Edwards passe totalement au travers, l'adresse n'est pas là et il y a pas grand monde pour pour nourrir le scoring véritablement. Mais ça reste une équipe qui défensivement est extrêmement forte. Et le mec le plus important dans l'histoire, c'est justement notre pivot français, Rudy Gobert. J'ai trouvé une stat, Abdallah, que je voulais partager avec tout le monde dans le podcast aujourd'hui. On se moque de Rudy Gobert souvent parce que voilà, on a le game 1 face à Doncic l'an dernier en finale de conf où il se prend le dagger à 3 points et il est là avec le bras en l'air et Rudy Gobert, mais quel clown. On a cette image de lui en train de courir après Stephen Curry, c'était en 2017 je crois, où Stephen Curry lui tourne autour et va finir par mettre un lay-up et Rudy Gobert qui tourne sur lui-même. C'est devenu une espèce de mème sur Internet où ses jambes, il s'entremêle les jambes et ainsi de suite. Rudy Gobert, depuis l'année où il a commencé à entrer dans la conversation du meilleur défenseur de l'année en NBA. Donc, c'est 2016-2017. Il y a une stat qui est sortie là. Enfin, qui est sortie, qui est accessible comment ça s'appelle? Second Spectrum. Il a défendu 937 isolations sur le périmètre. Et dans sa capacité à défendre les isolations donc volontaires, hein, créées par les équipes, par les joueurs qui disent tiens, je vais m'isoler contre Rudy Gobert. Il concède 0,82 points par isolation. À titre de comparaison, la moyenne en NBA de scoring sur une isolation, c'est 0,96 points. En fait, Rudy Gobert, une isolation sur Rudy Gobert, c'est un très mauvais choix offensif. Il est excellent. C'est un des meilleurs pivots de l'histoire pour défendre des isolations. Que ça vous plaise ou non, en fait. c'est, c'est juste comme ça. Gobert, une isolation sur Gobert, ça ne fonctionne pas. Et dans cette série, on a vu plusieurs fois, et dans le match 5 d'ailleurs, on a vu Doncic tenter de faire des isolations. Reeves a eu un peu plus de succès, mais il a galéré aussi. LeBron James a tenté de faire des isolations. Et à chaque fois, ça se terminait de la même façon. Gobert était là, devant eux, et il faisait une passe parce qu'il n'y avait rien. Rien à tirer. Donc, en fait, ça m'énerve l'espèce de caricature qu'on a fait de ce gars-là, alors qu'il est extraordinairement fort en tant que défenseur. Il est historiquement fort et on devrait le reconnaître, quoi.
factuellement, enfin, c'est juste, il y a un moment, faut juste comprendre que ce mec est absolument trop fort, quoi. C'est ça. Et faut se demander, enfin, pourquoi les Wolves l'ont pris. C'est pas pour rien. Quand tu vois Ouais, qu'ils construisent une équipe autour d'Anthony Edwards et tout, s'ils prennent Gobert, c'est pas pour rien. Ils sont pas stupides, ils savent ce qu'ils font. tout à fait. Et ça fait 2 saisons de suite, bah, du coup, que ça marche bien. Et Et, c'est le prix qui a été payé, Abdallah. On sait tous. C'est ouais. parce qu'ils ont filé, je sais plus combien de pics de draft. Tout le monde a dit, ah, mais comment c'est inadmissible de donner autant de pics de draft pour Rudy Gobert? Voilà, c'est. Et je sais pas pourquoi, enfin, je pense savoir pourquoi les Américains n'aiment pas Gobert. C'est parce que, bah, c'est pas un joueur flashy, c'est pas un joueur qui plante 20 points par match non plus, tu vois, c'est pas son Mhm, registre et c'est pas ce qu'on lui demande d'ailleurs. C'est pas ce qu'on lui demande et aussi parce que, tout à bah, fait. on vit dans une époque avec beaucoup de mini-séquences sur les réseaux sociaux où, bah, voilà, quand il se prend un poster, parce que je me rappelle au début de sa carrière en NBA, je me rappelle, il allait sur tous les tirs, en fait. Dès qu'il y avait quelqu'un qui partait au dunk, il y allait et tout. Et c'est quelqu'un qui se défile pas. Qui C'est se défile ça. pas. Il sait que son jeu, il sait que quand on est défenseur, en fait, les posters qu'on prend, les crosses qu'on prend, ça fera toujours plus de bruit que les contres ou que, bah, on défend pas forcément en faisant des contres aussi, que les défenses un peu plus silencieuses qu'on réalise match après match. Donc là, j'avais vu là dans la journée un commentaire, je sais plus, je crois que c'est sur TikTok, et c'était un résumé du match entre les Wolves et les Lakers. Et Ouais. c'était sur la claquette de Rudy Gobert, enfin sur le panier de Rudy Gobert. Et des gens en commentaire vraiment s'énervaient sur son cas. Et une personne a dit ce truc et je pense que je souscris tout à fait à ses paroles. Les discussions autour de Gobert, elles sont tellement clivantes que tu vois qui regarde les matchs, qui regarde pas les matchs. Enfin, c'est un peu résumé grossièrement, mais ça permet de Ouais, mais, voir qui. mais qui, en fait, qui s'intéresse au basket et aux actions qui font gagner ton équipe, en fait. C'est ça. Et il suffit d'écouter Chris Finch ou tous les coéquipiers de Rudy Gobert parler de lui et de ce qu'il apporte sur le terrain pour comprendre que tout le monde qui connaît le basket et qui joue avec ce gars-là savent très bien que c'est non seulement un mec ultra sérieux, Mm. qui est ultra compétent dans ce qu'il fait et qui est excessivement important dans l'objectif qu'il poursuit, c'est-à-dire essayer de remporter un titre, quoi. Moi, je suis sûr qu'Anthony, enfin, je crois qu'il a même déjà dit publiquement, je pense qu'Anthony Edwards a la plus grande estime envers Rudy Gobert et c'est ce qu'il lui doit parce que s'il peut briller autant individuellement, même collectivement, c'est aussi grâce à Rudy Gobert. Bon, après, il y a aussi Hmm. le travail du coaching staff et tout, mais ouais, Rudy est une pièce maîtresse dans cet effectif, clairement. Ouais. Euh, Dernière question concernant cette série, Abdallah, est-ce que les Lakers, un peu la provocation, Mhm. est-ce que les Lakers peuvent encore gagner un titre avec LeBron James dans l'effectif? Est-ce que tu penses que c'est un objectif réalisable à ce niveau au niveau où on en est là, avec Luka Doncic qui est là, lui qui est là, et, euh, et les contraintes qui vont être les leurs d'un point de vue financier, quoi. Moi, j'aime les belles histoires, donc j'ai envie de dire oui, mais après, Euh, on voit quand même qu'il y a. Bon, je vais juste enlever la saison 2021 parce qu'elle est un peu particulière. La saison précédente s'est terminée très tard et a recommencé un peu de temps après, donc ils étaient clairement sur les rotules, donc celle-là, je la compte pas. Mhm, Mais 2022, 2023, 2024, à part le run en 2023 où ils vont en finale de conf en sortant de play-in, je crois, euh, mhm. c'était un beau run et j'avais bien aimé. À part ça, bah, c'est toujours poussif. Ouais. C'est toujours très poussif et on a du mal à les voir en prétendant au titre. Moi, j'avoue que si j'avais un choix à faire, pourtant je suis un très grand fan de LeBron James, enfin, je l'ai dit en début d'épisode, si j'avais un choix à faire, bah, je reconstruis autour de Luka Doncic, qui est l'avenir de la ligue et qui pour moi il doit être l'avenir de la franchise. Voilà, après je sais que les Américains, enfin LeBron James, enfin, sont très attachés au ce truc de nombre de bagues, rattraper MJ, c'est 6 bagues, etc. Et qu'il en a une de moins que Kobe, par exemple. Enfin bref, il y a tout ce truc-là. Mais en vrai, enfin, si je suis le front office des Lakers, oui, je prends, s'il y a une décision à prendre,
ça va être dur de construire une équipe prétendante au titre avec ces deux gars-là et bon, on sait ce qu'ils prennent aussi en termes De financiers. salaire, oui, c'est bien ça la question, en fait. Ça va être compliqué de construire une équipe voilà, qui peut jouer le titre avec la masse financière, masse salariale qu'ils ont. Donc, si je dois me passer de l'un des deux, entre Doncic et LeBron James, je me passe de LeBron James, clairement. Mais est-ce qu'ils sont capables, enfin, est-ce qu'ils sont capables de le faire? Est-ce qu'ils peuvent le faire? Ça, je sais pas. En fait, LeBron a une option pour la saison prochaine. Pour moi, j'ai envie de dire que, après, je pense que c'est totalement irréalisable, mais si LeBron James est sérieux sur le fait de vouloir gagner un titre, un dernier titre, Mm. maintenant qu'il a Luka Doncic et que les besoins de cette équipe sont évidents, c'est-à-dire il faut des joueurs intérieurs pour rajouter de la verticalité. Euh, et lui et Doncic peuvent cohabiter. Et ces deux créateurs élites, Austin Reeves aussi, c'est toujours bien d'avoir ce genre de joueur dans ton effectif. Mais il faut pouvoir protéger la raquette, il faut pouvoir prendre des rebonds, enfin, tout ce qui a été exposé là dans ce duel face à Minnesota. Et pour moi, très sincèrement, je pense que si LeBron fait un effort financier assez conséquent, les Lakers peuvent véritablement construire quelque chose qui peut tenir la route la saison prochaine. Je pense qu'il refera comme il fait depuis toujours. Il refera un contrat à 1+1, une année plus une option joueur la dernière année. Ça me fait toujours rire là, de l'entendre en conférence de presse dire je ne sais pas si je vais continuer. Mais attends, on sait très bien que le jour où tu arrêteras, on le saura tous et qu'il y aura la parade qui est prévue. Ouais. Mais bref, je pense que ça ne se passera pas autrement que comme ça pour les Lakers. J'ai du mal à voir comment ils vont réussir à construire. Alors après, Pelinka nous a sorti des choses complètement ahurissantes, pas plus tard que cette année, avec ce transfert de Luka Doncic, dont je vais absolument pas parler parce que ça va encore m'énerver. Mais voilà, je pense que si LeBron fait un effort financier sur sa renégociation de contrat, il peut y avoir une dernière chance. Mais là, si tu vois le on and off de LeBron, donc lui sur le terrain et lui hors du terrain, en playoff, là, clairement, les Lakers étaient bizarrement, parce qu'ils ils produisaient en termes de stats, hein, et ben les Lakers étaient bizarrement gagnaient les minutes où il était sur le banc. Ce qui me fascine absolument, en fait. Ouais, ouais, bah, c'est sûr qu'il fait toujours ses stats, c'est exceptionnel à son âge et tout, là, il y a rien à dire dessus. Mais c'est vrai, bah, tu vois, c'est le match 4 que j'ai en tête, surtout, où ils perdent de 3 points et pendant un moment, ils sont Mmh. bien devant. Ouais. Et je me rappelle de Doncic qui loupe deux paniers, je sais pas pourquoi il s'arrête, il va pas au lay-up, il s'arrête, il une espèce de flotteur, il rate les deux, enfin bref. Et, et en gros, je perds un peu le fil de ma pensée, mais voilà, c'est qu'en gros, avec LeBron sur le terrain, moi je l'ai trouvé moins clutch, par exemple, Mmh. que les années précédentes, et que concrètement, concrètement, ouais, c'est sûr que s'il a un rôle un peu moindre, s'il a un rôle un peu moindre et que, parce que il fait quand même bien circuler la balle, enfin, je reverrai sur son match 4 où je l'ai beaucoup vu tenter de faire des passes et tout. Ah, mais complètement, mais Voilà. complètement. Et puis à 40 ans, même si tu regardes ses stats, son net rating est positif et tout ça, son rendement à son âge est totalement ahurissant. Et puis Ouais. ça reste un cerveau hors norme pour le basket. Donc, C'est ça. Et je pense qu'il est assez intelligent pour, bah, il nous a montré toute son intelligence, son QI basket au fil des saisons. Je pense qu'il est assez intelligent aussi pour se rendre compte de ce qui va bien et moins bien quand il est sûr et en dehors du terrain. Et que, en plus de prendre, enfin, de faire un effort financier, peut-être qu'il pourrait faire un effort, en termes de temps de jeu, peut-être, à voir avec les joueurs qui arriveraient à l'intersaison pour justement peut-être un peu plus équilibré et que bah en fait lui soit peut-être moins peut-être plus l'option 1 ou 2, enfin là c'est plutôt l'option 2, euh, mmh. 3 peut-être 3 et Ah, mais voilà. ouais, là, ça demande un sacrifice financier Ouais, certain, si c'est ça alors. c'est ça. Donc je ouais, je sais Et pas. la question, c'est qui tu prends, parce que ça va être compliqué de trouver un joueur qui.
où LeBron James va accepter de dire, parce que déjà Anthony Davis, il avait du mal à lâcher les rênes de l'équipe, les commandes de l'équipe, alors qu'il arrêtait pas de dire, ah ben C'est son c'est équipe. c'est son équipe, moi je suis son lieutenant, tout ça, ouais. Ok. LeBron dans toute sa splendeur. Ouais. LeBron qui dit des trucs et qui fait autre chose. Mais, euh, mais je sais pas exactement. Je pense que l'intersaison des Lakers va être une des intersaisons les plus Ah passionnantes oui. à suivre cet été, clairement. Là, parce que tu vois ce que tu dis là, toi, tu es fan de LeBron James, j'entends pas mal de fans des Lakers aussi en fait, qui se retrouvent un peu face à un dilemme, parfois, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il y a LeBron James, qui est une espèce de légende absolue du sport, et qui est dans leur équipe, et qui leur a apporté un titre en 2020, et tu te dis, ouais, alors attends, vas-y, comment on fait? Et tout d'un coup, ils se retrouvent avec Luka Doncic, et j'ai l'impression que ce que tu as dit toi tout à l'heure, beaucoup de fans des Lakers le pensent. C'est-à-dire, ouais, mais en fait, il faut qu'on construise autour de Luka maintenant. Bah, bien sûr. Et il faut qu'on le fasse maintenant, il faut pas qu'on le fasse dans 3 ans. Mm. Et bien évidemment, tout d'un coup, tu as l'impression que LeBron est un peu en travers du chemin. Alors, je dis pas, il est en travers du chemin, faut le virer absolument à pied dans le derrière, tu vois. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je trouve que ça pose un espèce de dilemme chez certains fans où il y en a d'autres qui ne jurent que par LeBron James et c'est très bien. Mais je trouve ça intéressant, en fait, les questionnements que ça pose. Et à ce stade de sa carrière, les décisions de LeBron James vont être intéressantes à découvrir. Et je parlais de ça avec des amis hier soir, dans où on était en train de boire un coup en terrasse. Et je disais, c'est marrant parce que Luka Doncic, il s'est tapé le farewell tour de Dirk Nowitzki. Et là, il est à Los Angeles et il va se retaper le farewell tour de LeBron James à un moment ou à un autre, potentiellement. Bah oui, ouais, Donc, ouais. putain, je me dis, mais le gars, il aura passé 2 saisons de sa carrière à dire au revoir à une légende, quoi. Ok, cool, merci, ouais. On peut jouer maintenant ou on sort les mouchoirs, vous faites chier, là. Ça me fait rire. Non, mais ouais, clairement, pour les Lakers, si, enfin, là, je parle vraiment que des Lakers. Si l'objectif, c'est de gagner un titre, voire plusieurs titres, sur les années de carrière qui restent de Luka Doncic, bah, je pense qu'il faut commencer maintenant et pas dans une saison, ou 2 saisons, encore pire. Et le facteur X dans ça, c'est LeBron James, sa situation contractuelle, clairement. Clairement, et aussi, bah, Ouais, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie de faire, parce que, voilà, je le redis, j'aime beaucoup LeBron, mais voilà, il y a quand même des choses qui interrogent, dans son influence chez les Lakers. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Et en plus, c'est vraiment bon, j'ai beaucoup aimé le coach cette saison, DJ Redick, mais ça m'a beaucoup fait rire de voir qu'il fait une longue série d'interviews avec DJ Redick la saison dernière, en plusieurs épisodes, qui d'ailleurs, c'est très très bien. Moi, j'avais beaucoup aimé. Et de voir ouais, DJ Redick et nommé coach à l'intersaison, tu te dis, bon, ok, bizarre. Et Bron James, drafté par les Lakers, tu te dis, bon, ok, bizarre. Voilà, il a quand même, enfin, même s'il peut dire le contraire, on sait qu'il a de l'influence. Euh, il a grave de l'influence. C'est un des joueurs les plus influents qui ait jamais existé dans et cette ligue. son surnom de l'IGM, il est complètement mérité, vraiment. Il est Ouais. complètement mérité. Et voilà, je pense que ces dernières saisons, ça va être à voir si lui et bah, Pelinka, tout ça, ils auront l'intelligence de prendre les bonnes décisions pour l'avenir de la franchise. Pour la Hmm. franchise, parce que si LeBron dit non, on reste comme ça, bah oui, il va faire encore une saison exceptionnelle à titre individuel. Ils vont sûrement se requalifier en playoff aussi, mais pour aller titiller des équipes comme les Celtics ou le Thunder, ouais, ça va être compliqué. Ouais, ça me fait, ça paraît rigolo maintenant de voir tous les brackets qui donnaient les Lakers bientôt en finale et voir vainqueur en finale pour aller gagner le titre. C'est marrant l'espèce de fascination collective qu'on a tous eu quelque part avec cette équipe parce qu'effectivement, ça semblait effectivement très séduisant. Bah c'est ça, entre l'arrivée de Doncic, le petit run qu'ils font en fin de saison pour prendre la troisième place de la conférence Ouest, et je pense aussi à titre personnel, tout le tabassage qu'on a eu sur les réseaux sociaux, notamment auprès des plus jeunes, de la fameuse phrase de Shannon Sharp, Lakers in Five.
Ouais. Les autres, même moi, je me suis fendu dans un Ant-Man, Iron Man, je sais pas quoi, le Maroon 5. Bon, je me suis pris le contre Uno. Mais voilà, je pense qu'il y a une espèce de hype autour de cette équipe-là, pour toutes ces raisons-là. Mais voilà, là, ce qu'on a vu, c'est le basket qui a parlé Ouais. et ben, en fait, on a vu ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour aller plus loin. Ouais, on aura le temps dans un autre podcast de parler d'Anthony Edwards et tout ça, parce que on finira par faire la preview de ce qui va attendre les Wolves et j'en parlerai à ce moment-là. Mais quel joueur, Anthony Edwards. Quel joueur. Ah ouais, moi, C'est un showman absolu, ce garçon. j'adore. C'est vraiment, quand tu regardes la NBA, c'est ce que tu as envie de voir. C'est Ah ouais. fort, avec de l'attitude, du trash talk aussi, c'est important, je Ouais. trouve. Ah, Et il ambiance tout le monde. C'est vraiment, génial, sur quoi. le C'est très terrain, drôle. en dehors, en plus, Ah ouais. avec Adidas, ils ont fait toute une campagne, avec Ice-T et tout, enfin bref, il y avait tout un truc. Et ouais, moi, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est un joueur hyper attachant. Je suis très content que lui, même les Wolves, qui sont une franchise, voilà, historiquement, c'est pas une top franchise NBA, mais de voir que, voilà, il y a une période glorieuse d'un nouveau pour cette franchise depuis l'époque Garnett, quoi. Ouais, complètement. Ouais. On verra ça, écoute. On va parler des Rockets qui ont réussi à forcer un Game 6 dans le sillage d'une production offensive qu'on n'espérait plus à Houston. Le match 5 aura été un festival avec 40 points inscrits dans le premier quart-temps. Ils n'avaient pas dépassé les 30 points dans 14 des 16 quart-temps précédents sur l'ensemble de la série. C'est pour dire à quel point les 40 points c'était un mirage. Enfin, c'est pas un mirage, c'était une réalité, mais c'était inattendu. Défensivement, les Rockets étaient également au rendez-vous. Ils ont réussi à limiter l'impact de Stephen Curry et Jimmy Butler. On a vu Steve Kerr très rapidement faire le choix de jeter l'éponge. Une décision qui a été critiquée d'ailleurs par certains. Il a voulu reposer ses joueurs dans la perspective d'un Game 6. Abdallah, est-ce que les Warriors vont réussir à s'imposer à domicile cette nuit? Parce que ça se joue cette nuit pour le coup. Ouais. Donc on va pas faire trop long sur cette histoire, mais je voulais juste avoir ton sentiment sur cette série et ton petit pronostic pour cette confrontation de ce soir. Pour moi, aucun doute que les Warriors vont se qualifier pour le second tour lors Mhm. de ce Game 6. On a vu vraiment le changement dans cette équipe avec l'arrivée de Jimmy Butler. Moi, Ouais, complètement. j'avais vraiment enterré vraiment pour la course au playoff et de les voir là. Franchement, c'était un moment de la saison, c'était quand même inespéré. Ils sont sur une dynamique assez exceptionnelle. J'aime beaucoup cette équipe des Rockets, très jeune, avec Jalen Green, Sengun aussi, que j'aime beaucoup. C'est peut-être pas encore leur moment. Je pense que ça va faire un peu comme OKC l'an dernier. Ouais. C'est peut-être pas encore leur moment. Je pense que je tape plus sur la saison prochaine et les saisons suivantes. Mais là, pour moi, c'est pour les Warriors. C'est pour les Warriors, c'est dès ce match-là, dès ce match 6. Après, bon, c'est pas 6, ce sera 7 alors. Yes. Effectivement, de toute façon, donc on verra bien ce qui va se passer ce soir. Effectivement, comme tu dis, les Warriors sont revenus en force après l'arrivée de Jimmy Butler. Ils avaient fait un bon début de saison, plus compliqué par la suite, et puis Jimmy Butler a complètement transcendé cette équipe. Donc, écoute, on verra bien ce que ça va donner. Et puis effectivement, je te suis là-dessus. Je pense que les Warriors vont boucler cette histoire très rapidement face à Houston. Et Houston, bah, je pense que l'objectif à l'intersaison, ça va être d'aller chercher un scoreur. Un scoreur. Est-ce que ça va enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Jalen Green? Qui vont pouvoir faire venir? Il y a beaucoup de questions qui se posent, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai, je crois que j'avais lu, je sais pas si c'était une vraie rumeur ou pas, KD, ce genre de profil-là. Euh, la question pour moi, c'est est-ce qu'ils continuent de se développer avec ce cœur-là qu'ils ont bâti ou ils rajoutent une dernière pièce pour encadrer un peu Bashington, Jalen Green et apporter un peu plus aussi offensivement parce que Fred VanVleet, il a passé un peu sa période faste des Raptors, par exemple. Même Dylan Brooks, c'est pas vraiment le scoreur. Il sait marquer des points, il sait faire des matchs à 20 points, ça il sait faire, mais c'est pas
c'est pas son fond de commerce, j'ai envie de dire. Donc, à voir. Moi, j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec cette équipe-là, qui vont prendre pour étoffer un peu. Donc, ouais, à voir, à voir. Mais là, c'est bien parce qu'ils apprennent quand même aussi dans ces playoffs. Ils apprennent beaucoup, ils engrangent de l'expérience, ça va leur servir plus tard. Ouais, complètement, ouais, tout à fait. T'as raison, c'est une équipe jeune, ils sont en train d'apprendre, et face aux Warriors, tu vas forcément apprendre énormément de choses. C'est Face ça. à des mecs comme Curry, Draymond Green et Jimmy Butler, t'apprends forcément énormément de choses. Un petit mot sur l'avenir de Giannis Antetokounmpo aux Bucks. J'ai trouvé, enfin, il y a un truc qui m'a fasciné dans la conversation qu'on a depuis l'élimination de Milwaukee, c'est à quel point on est tous là, ouais, machin, Giannis, faut qu'il parte, est-ce qu'il va demander son transfert, et voilà toutes les équipes qui pourraient l'avoir, et ainsi de suite, et patati et patata. Et j'ai lu un article dans The Athletic que j'ai trouvé ça très intéressant comme point de vue, et ça explique un petit peu, ça fait une comparaison avec un peu Dirk Nowitzki à Dallas, en disant, euh, est-ce que ce serait pas souhaitable que Giannis termine sa carrière aux Bucks, s'il le souhaite bien évidemment, s'il a envie de partir et qu'il exprime un désir de s'en aller, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression que on se perd parfois dans la quête du titre effrénée en permanence. On est là, oui, le titre, et quel joueur, et ainsi de suite. Et on est là à transférer les joueurs, à imaginer des scénarios. Ça fait partie du délire et du fait qu'on est fan de cette ligue. Mais Giannis Antetokounmpo, s'il restait au box, ça me choquerait pas et je serais même content, en fait, que ça se passe comme ça. Je sais pas si j'ai envie de le voir jouer ailleurs, ce joueur-là. Je sais pas ce que tu en penses. Alors, je sais bien que c'est Giannis Antetokounmpo qui décide, hein. Il y a pas de délire là-dessus, mais il y a un petit côté un peu, où j'aime bien des joueurs qui, quand ils ont une telle importance dans une franchise, et il a gagné son titre aux Bucks, C'est ça. j'aime les voir, j'aime cet esprit, en fait, de se dire, il aura fait toute sa carrière là-bas. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de voir des joueurs comme ça. Et Giannis, j'aimerais le voir réussir ça. C'est vrai, et j'avoue que j'avais pas pensé à ce scénario, au scénario dans lequel il reste aux Bucks. Moi, j'étais plus dans une réflexion où est-ce qu'il pourrait aller, et bizarrement sans trouver d'équipe. Je trouve pas d'équipe où il sera un bon fit quelque part. Et, enfin, j'ai du mal à m'imaginer ailleurs qu'aux Bucks. Et donc, du coup, ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Et en ayant ça en tête, oui, pourquoi pas? Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, en fait, il a gagné un titre déjà. Souvent, quand on parle des joueurs, quand on dit ça d'un joueur, c'est que le joueur n'a pas gagné. On se dit, ah, j'aimerais bien poser pour gagner enfin un titre, que Harden gagne enfin une bague, que Chris Paul gagne enfin une bague. Ça, ce genre de discours, on l'a entendu plein de fois, mais on parle de joueurs qui n'ont jamais gagné. Tout à Et, fait. ou Western qui n'ont jamais gagné. Là, en l'occurrence, il l'a gagné déjà. Il l'a gagné déjà, et en plus dans une très très belle finale où ils s'étaient menés 2-0 et ils ont remonté ça. Donc, oui, effectivement, moi j'ai du mal à le voir ailleurs parce que je trouve pas d'équipe où il pourrait aller. Mais après, encore une fois, si lui veut partir, c'est son choix et j'espère qu'il trouvera la meilleure option pour lui, pour lui. Mais après, ouais, rester au Bucks, ouais, c'est pas déconnant. Et je me dis, bah, ça pourrait aussi montrer aux dirigeants des Bucks que, bah voilà, lui est attaché à la franchise, est attaché à la ville, à l'équipe, etc. Et que moi, j'ai fait ce qu'il faut. Je vous montre que j'aime cette équipe-là. À vous de faire ce qu'il faut. À vous de faire ce qu'il faut pour qu'on puisse être une équipe Ouais, sérieuse, forte, et qu'on puisse jouer les premiers rôles dans la conférence Est et voire plus dans la NBA. Donc, ouais, j'avoue que j'aime bien ce scénario. J'aime beaucoup ce scénario. Donc, en fait, j'avoue, je sais pas trop ce que j'ai envie avec lui, parce que je pense que ça me dérangerait pas qu'il reste aussi, comme ça me dérangerait pas qu'il parte. Vraiment. la crainte, en fait, c'est de le voir continuer son prime dans une équipe qui n'a plus d'ambition et qui ne Oui, joue plus vraiment grand-chose. C'est ça la crainte, surtout avec l'horrible scénario qui s'est passé avec Damien Lillard. Mon Dieu, ça, c'était vraiment un crève-cœur absolu, cette histoire de on tendon passe. d'Achille, là, de sa blessure, elle est dramatique à son âge et ainsi de suite. Surtout pour un joueur qui, à la base, n'avait pas du tout prévu d'aller à Milwaukee. Et c'est justement parce que Giannis Antetokounmpo avait dit, j'ai envie d'avoir des ambitions, j'ai envie qu'on fasse des moves qui nous poussent à nouveau vers la conquête du titre.
qui a eu ce transfert. Enfin bref, Mm. c'est l'histoire est assez folle quand même. C'est vrai que la nouvelle de la blessure de Damien Lillard a été potentiellement la chose la plus triste de ces dernières semaines pour le coup. Je sais que les playoffs sont excellents, mais ça, c'est un vrai crève-cœur. Donc, je sais pas ce que ça va donner les Bucks. Pareil, idem que pour les Lakers. Clairement, une des équipes qui va être à suivre à l'intersaison. Et si Giannis s'en va, hâte de voir où est-ce qu'il pourrait terminer. On va terminer le podcast, Abdallah, sur un petit preview de la série Pacers-Cavaliers. C'est la dernière fois que les Pacers s'étaient qualifiés 2 saisons consécutives en demi-finale de conférence, c'était en 2013 et 2014. On se souvient tous, Paul George, David West, Roy Hibbert, verticalité, face au Heat de Miami avec LeBron, Dwayne Wade et Chris Bosh, je crois, mais je sais pas, c'était pas un big three, donc. Euh, pour Cleveland, la dernière fois que ça s'est produit, d'être 2 fois consécutivement en playoff, c'est sans que LeBron James soit là. C'était en 1992 et 1993. Wow. Donc ça date. Donc là, c'est pas rien ce qui est en train de se passer. Les voilà désormais face à face dans une confrontation clairement Cleveland par favori, ne serait-ce que pour la domination continue qu'ils nous ont démontré sur l'ensemble de la saison. Et au premier tour face au Heat, c'était vraiment une sacrée démonstration. Attention toutefois, j'ai envie de dire, Indiana, on aurait tort de prendre Indiana à la légère. L'effectif est complet, le banc est profond, Tyrese Haliburton paraît plus que jamais inspiré sur le terrain. Abdallah, ton sentiment sur cette série, tu penses que ça va être un truc rapide ou est-ce que tu penses que les Pacers peuvent vraiment tenir la dragée haute aux Cavaliers? Je pense que les Pacers vont nous surprendre. S'ils sont là, c'est pas pour rien. L'an dernier, c'était Ouais, un peu une surprise. Là, ça l'est moins, même s'ils ont un début de saison un peu compliqué. Ils ont mis du temps à démarrer, mais pour moi, c'est pas une surprise de les voir à ce niveau-là. Et sur le papier, c'est un peu l'équipe poil à gratter de la conférence Est, clairement. Donc, si je suis à la place de Cleveland, j'aurais préféré quand même avoir les Bucks en face, mais parce que vraiment, c'est une équipe qui est, je trouve, bien construite. En plus, bah, tu vois, on a eu la chance de les voir en vrai en janvier ouais. dernier, là, contre les Spurs. Ils n'avaient même pas besoin d'avoir un très gros scoreur pour gagner des matchs. Tyrese Haliburton n'a même pas besoin de faire des énormes matchs à plus de 25 points pour qu'il s'impose. Entre lui, Pascal Siakam, Miles Turner, Lembard, enfin vraiment, j'aime vraiment beaucoup cette équipe et comment elle est construite. Et si tu veux mon avis, pour Ouais. moi, enfin, pour moi, je vois les Pacers passer. Waouh. Ah ouais, ça c'est un pronostic Je crois que dans mes ambitieux. brackets, je les ai mis en finale de conf, je crois. Ah mais c'est hyper intéressant. Ouais, et tu donnerais combien sur la série? Ou franchement, je mettrais 4-3. Je mettrais Ok. 4-3. Ouais. Ouais, on est face à deux attaques absolument incroyables. L'an dernier, les Pacers étaient une des meilleures attaques de l'histoire. Cette année, c'est les Cavaliers. Ça shoot dans tous les sens. Ça sait jouer collectivement. Donc, effectivement, on a un affrontement elle risque d'être très, très fun, cette série. Beaucoup plus que ce qui pourrait sembler. Enfin, je veux dire, Pacers, Cavaliers, je ne sais pas si ça excite beaucoup les foules en dehors du cercle des fans de NBA. Mais je pense que ces gens-là ont tort. Et nous, en tant que fans, on va se régaler, j'ai l'impression, Ouais, je sur, pense sur cet clairement. affrontement. Bah, Très beaucoup sincèrement. plus que sur l'autre demi-finale, je pense, hein. Oui, c'est sûr. Donc, je pense que ça va être très, très fun. Après, ceci étant dit, moi, j'ai été excessivement impressionné par Cleveland. Pour le coup, tu vois, autant New York, qui m'ont déçu face à Détroit, autant les Cavaliers m'ont vraiment, vraiment impressionné face à Miami. Et là, je me dis que les Cavaliers, pour eux, je vois mal Indiana vraiment mettre en danger cette équipe si elle continue sur ce niveau-là, quoi. Mm, mm. Il y a trop de joueurs ultra compétents et je vois pas comment les Pacers vont réussir à mettre des bâtons dans les roues dans un
de cet effectif de Cavaliers qui match up très très bien avec Indiana, avec ce que fait Indiana. En fait, c'est presque un jeu de miroir, ces deux équipes, sur plein de points. Mais sur ce jeu de miroir, sur les avantages des uns et des autres, j'ai l'impression que Cleveland en sort, sort devant, en fait. Ouais. Pour moi, ils ont plus de capacité, ne serait-ce que par la présence de DeAndre Hunter, Ty Jerome qui fait une saison mais tellement hallucinante, c'est fou comment il est fort cette saison. J'ai du mal à voir Cleveland trébucher face à Indiana. Je pense que ça va être une très bonne série et je donne Cleveland en 6 avec une série très disputée. Ouais. C'est sûr que sur ce qu'ils ont montré tout au long de la régulière et même contre le Heat où ils ont été hyper sérieux. Enfin, voilà, il n'y a pas eu une once de doute. Ils ont fait le taf comme il fallait le faire. C'est vrai que si on se base sur ça, oui, c'est sûr que Cleveland devrait passer, même en étant un petit peu accroché, il devrait passer. Donc ouais, clairement, on va se régaler. Moi, sur les deux séries à l'ouest, à l'est, pardon, celle qui me plaît le plus, que je trouve la plus sexy, clairement. Et si on se projette un peu au global sur les quatre demi-finales de conf, on a Wolves ce serait contre qui? Warriors, Warriors ou truc. Ouais, non, celle-là, ouais, pas mal. Mais le Thunder, ouais, non, en vrai, si, quand même. Je dis n'importe quoi. À l'ouest, tout est bien. Mais à l'est, ouais, c'est pour moi celle qui est la plus sexy. Et en termes de basket, je pense qu'on va aussi se régaler, vraiment. ouais, carrément. Ouais. Totalement. Je pense que c'est vraiment une des séries qui va nous en mettre qui va nous en mettre plein la vue. Et après, j'ai hâte de voir les ajustements stratégiques qu'il va y avoir entre Atkinson d'un côté et Rick Carlisle de l'autre. On a deux coachs qui sont, enfin, voilà, qui sont extrêmement brillants, qui ont à leur disposition un nombre incalculable d'ajustements à faire, de décisions stratégiques à prendre, de joueurs à mettre ou à enlever des rotations. Enfin, ça va être absolument génial. Ouais, ouais. Mais ouais, je te dis, ouais, le fait que Ty Jerome et DeAndre Hunter à Cleveland soient à ce point probants, le seul truc, c'est que je pense que Cleveland faut réussir à enrayer leur réussite au tir. Ils ont une réussite qui est absolument affolante. Et je suis pas sûr que Indiana soit l'équipe qui va réussir à enrayer la machine, quoi. Mm. C'est ça ma plus grosse question. C'est comment Indiana va s'y prendre pour essayer d'encaisser les chocs, les runs offensifs de Cleveland, et enfin défensivement, je veux dire. Et parce que j'ai aucun doute qu'ils ont dû répondre offensivement, mais voilà. Quelle équipe va céder en premier sur sa profusion offensive? Et j'ai hâte de voir ça. Pareil. Abdallah, merci beaucoup de m'avoir accompagné. Bah écoute, c'est moi qui te remercie pour l'invitation. C'était un réel plaisir et j'ai vraiment passé un très très bon moment. Ouais, c'était cool, carrément. Et puis bah c'est bon week-end de basket là. Ah, on va se Entre régaler. le Ah, on va se régaler là, On rien que va le se Game régaler, 7, ouais. tout Passe, ça. bah, bon week-end de basket à toi aussi. Déjà, à commencer Ah par ce ouais. soir, là, quand on enregistre le Warriors Rockets, là, qui s'annonce absolument délicieux. Et même pour la suite, là, j'ai vraiment hâte. C'est le retour des beaux jours et c'est le retour du beau Ouais. basket aussi, ouais. Ouais, je t'avouerai que je vais être un peu en stress quand même. Le Game 7 de Denver là, je pense que je vais pas beaucoup dormir. Parce que je vais pas me réveiller en pleine nuit. Je fais plus ça. Et voilà, mais je vais mater ça. Je vais me réveiller tôt pour le regarder presque direct. Et, euh, et je pense que je vais pas faire le malin. Ouais. Je vais être stressé, je Ça, pense, ça c'est va sûr. être un match, je pense, où même quand il y aura un petit run, un +10 à un moment, on se dira, c'est pas fini, en fait. C'est pas fini, ça va revenir et tout. Je sens le match serré et bah, surtout pour nous, téléspectateurs, et tout, c'est cool si on a un match serré, quoi. Ouais, j'ai encore le traumatisme de l'an dernier. Je te dis, Ouais. ce Game 7 face aux Timberwolves m'a tellement.
J'étais dans un état lamentable après ce match. La désillusion était intense, extrêmement intense. En tout cas, voilà, j'espère que tu reviendras, Abdallah. Eh ben, avec plaisir, quand tu veux. Quand tu veux. Yes, on en reparle. Chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast NBA Corner. D'ici là, passez une très bonne fin de journée, un très bon week-end. Et à la semaine prochaine. À ciao. Bye bye.